Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Asseur. Hello Big Rusty, aujourd'hui, le programme, il est chargé. On va parler de différentes actualités, dont Francis Ngannou, qui là, ça s'annonce assez compliqué avec l'UFC. Oh wow. Non, Générique, lancement de générique. Soit. Voilà, je redeviens Clark Kent du pauvre. Donc, Francis Ngannou, c'est Dana White là qui a fait une sortie assez surprenante. Il a dit tout simplement que il avait pas de problème à ce que Francis parte. S'il n'a pas envie d'être avec nous, eh bien c'est ok pour Dana White tout simplement. Et donc en gros, ce que Dana White a dit, c'est si Francis venait à s'imposer contre Cyril, son contrat serait prolongé pour un combat supplémentaire, ou en tout cas Francis pourrait combattre à nouveau. Je pense qu'il doit faire évoquer cette clause de champion, mais en cas de défaite face à Cyril Gane, Francis pourrait bien être agent libre. En tout cas, au moment où nous parlons, au regard des situations contractuelles, c'est ce qui se passerait. Du coup, est-ce que ça veut dire que s'il gagne, il est obligé contractuellement de défendre sa ceinture, ou alors s'il gagne, il peut partir s'il en a envie? Ce que je pense personnellement, c'est qu'à mon avis, tu as la clause du champion qui fait qu'automatiquement, c'est prolongé pour un seul combat. En fait, je verrais mal, tu vois, Dana White dire de dire tout simplement, s'il perd, il sera agent libre, et s'il gagne, il va peut-être combattre avec nous une nouvelle fois, tu vois. Parce que si dans les deux cas, Francis est libre de partir, ça dit, il aurait plus de poids dans les négociations en cas de victoire. En fait, c'est ça. Honnêtement, du coup, c'est un peu flou quand même, tout ça, j'ai l'impression, mais il a l'air tellement dur en affaires, effectivement, Francis, avec l'UFC, ce qui doit leur faire effectivement un petit peu bizarre. Mais là, ça ressemble beaucoup à Dana White qui fait du damage control avant même qu'il se passe une dinguerie. Donc, pour éviter les anglicismes, ça fait Dana White qui essaye un petit peu de, comment dire, je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait le traduire finalement, mais qui essaye de prendre les devants pour que la situation soit un petit peu désamorcée ou moins catastrophique qu'elle ne pourrait l'être si jamais elle arrive avec Francis Ngannou. Donc situation catastrophique entre guillemets, bien sûr, hein, ça reste du sport business, mais pour l'UFC ce serait donc que Francis Ngannou décide de tailler la route. Mais effectivement, ça veut dire que ça commence donc à être très réel. Si Dana White commence à prononcer ces mots qui sont, s'il veut s'en aller, il fait ce qu'il veut, et avec bien sûr il pouvait pas faire autrement, Dana White, mais avec le côté ça nous est égal, tu vois, alors que ça poserait quand même pas mal de soucis, mais il est obligé entre guillemets de faire comme ça, et tout le monde le ferait probablement dans sa situation pour essayer de minimiser un petit peu l'impact que ça aurait si jamais ça arrive. Mais c'est complètement, je crois que c'est complètement inédit, quoi. Complètement, parce qu'on a vu par le passé là des grandes stars comme Masvidal, comme John Jones, on en avait parlé, qui étaient en conflit avec l'UFC, mais là on a une situation où, sur le papier, Francis pourrait partir. Donc ce que Dana White a dit, écoute, si tu veux être avec nous, nous serions ravis de t'avoir, si tu ne veux pas être avec nous, pas de problème. On a même l'impression quelque part que l'UFC est un petit peu résigné par rapport à ça, alors que de temps en temps, tu vois, on avait Dana White par rapport à Khabib, par rapport à d'autres combattants qui étaient en mode, s'ils veulent avoir ça, s'ils veulent faire ça, pas de problème, on va leur offrir, on va faire en sorte que ça puisse être possible. Je trouve ça assez particulier parce qu'honnêtement, où irait aussi Francis en cas de départ de l'UFC? Parce qu'à mon sens, il est dans une position où, en MMA en tout cas, à part l'UFC, personne ne peut lui proposer ce que l'UFC peut lui proposer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Francis, il a des points de pay-per-view, et il a un contrat extrêmement intéressant en tant que champion, tu vois. Je pense que, Bellator, PFL, c'est pas possible. Ah oui, non, effectivement, là, je pense qu'il est sur plusieurs millions par combat, et effectivement, en MMA, là, comme ça, je ne vois pas qui pourrait payer de telles sommes à Francis. J'avoue que, parce qu'en fait, c'est payer de telles sommes déjà en fixe, c'est-à-dire payer probablement peut-être 1 million ou un truc comme ça en fixe, et en plus, effectivement, donner des points de pay-per-view. Et le truc, c'est que c'est à l'UFC qu'il fera le plus de pay-per-view qu'il peut faire dans le monde du MMA. C'est-à-dire que même si le Bellator fait de temps en temps des pay-per-view, ils feront jamais de chiffres comme en ferait l'UFC. Donc en fait,
il n'y a rien effectivement d'aussi intéressant que l'UFC, je pense. Même le bare knuckle, tu vois, si jamais Francis voulait faire du bare knuckle, ben il paye très bien, mais voilà, il paye pas comme l'UFC paye ses champions non plus. Donc l'anglaise quoi, hein. On l'avait évoqué dans notre podcast où on décrivait un peu la situation entre Francis et l'UFC, mais bah, je pense que voilà, c'est la raison pour laquelle Francis fait tout ce qu'il fait, c'est pour partir probablement faire de la boxe. Et effectivement, s'il gagne contre Cyril, bah c'est clair qu'un contrat avec Thriller ou un contrat avec un Showtime ou quoi, il serait probablement mais rincé d'une force. Là, effectivement, ce serait probablement encore le cran au-dessus de son contrat MMA. Complètement, et sachant que le contrat que Francis avait avant d'être champion, hein, il était à 260 000 face à Jairzinho Rozenstruik. Vous le savez tous, une fois que vous êtes champion, vous avez une augmentation en fixe. Donc c'est vrai que là, entre le fixe qui touche plus les points de pay-per-view, c'est quand même assez intéressant pour lui. Donc assez surprenant, en tout cas, ce qui est en train de se passer du côté de l'UFC, et je pense que si Francis venait à partir de l'organisation, on pourrait avoir, tu vois, un avant-après. On serait pas, tu vois, proche, à mon avis, d'un syndicat, mais ce serait le premier à avoir fait entre guillemets un plié l'UFC, et surtout quelqu'un qui est dans son prime, dans ses meilleures années, et qui s'il perd contre Cyril, il est considéré comme le deuxième meilleur heavyweight de la planète. S'il bat Cyril, il est champion, il aura nettoyé tout le monde, et le fait que l'UFC n'arrive pas à garder ce gars-là, qui est quand même aussi une star, hein, c'est pas encore une star à pay-per-view, mais je veux dire mondialement, Francis représente quelque chose, ce serait assez important pour, je pense, pour l'avenir du MMA, en tout cas ça ferait peut-être date, à mon avis. Bah c'est clair et net, enfin t'imagines le message que ça enverrait à tous les sports, ce serait vraiment une première, c'est-à-dire un champion qui a toutes les cartes en main, qui a explosé tout le monde, et qui décide, et qui dit, et qui annonce haut et fort, je ne veux plus être à l'UFC, je m'en vais. Ce serait absolument un précédent unique, et c'est probablement le dernier et le pire des messages que l'UFC voudrait que Francis envoie au monde entier, quoi. Parce que enfin là clairement, c'est pas que tu perds en crédibilité pour l'UFC, mais c'est que enfin tu vois, comment dire, tout change un petit peu parce que même les gens qui ne s'y connaissent pas en MMA, même les gens qui, tu sais, en France, prenons l'exemple en France, tout ce qu'ils savent du MMA, c'est lorsque il y a Conor McGregor qui fait des saloperies ou qui gagne un combat ou qu'il y a un Français très connu qui combat, machin. Ils vont entendre parler de Francis Ngannou décide de claquer la porte de l'UFC pour aller trouver mieux ailleurs, en substance. Les gens vont commencer en masse à se dire ah d'accord, donc en fait l'UFC c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, il y avait des problèmes, là l'UFC qu'est-ce qui se passe, machin. Et c'est vrai que il aurait donc un énorme retentissement de par sa position, Francis, et c'est vrai que il est obligé de garder entre guillemets de faire gueule froide Dana White, mais c'est vrai que c'est quand même probablement assez préoccupant pour l'UFC, quoi. Complètement. En termes d'image. Tout à fait, Rust. Et là, on voulait parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir. Rien. C'est de Simon Marcus. Rust l'a beaucoup apprécié durant sa carrière de kickboxer, avant d'évoluer face à lui. En fait, oui. Alors, la raison pour laquelle on parle de Simon Marcus, c'est parce que tu sais, un petit peu comme Alex Pereira, qui est maintenant à l'UFC, un ancien kickboxer double champion du Glory et qui avait mis KO Adesanya. Simon Marcus a lui aussi combattu en middleweight en kickboxing et il a lui aussi battu Israel Adesanya. C'est vraiment, c'est pour ça hein, qu'il est encore dans les unes entre guillemets des médias américains, parce que entre guillemets ses performances ne sont plus exactement au rendez-vous. Je crois qu'il a maintenant 35 ans. Il a décidé d'opérer sa transition en MMA parce que le kickboxing ça payait pas des masses et puis en plus il commençait à perdre. Il voulait aller en boxe anglaise, mais il n'arrivait pas à trouver d'opportunité. Donc en fait, c'est ça sent pas ouf, tu vois, ça sent pas terrible, ça sent pas quelqu'un qui a une carrière qui vraiment que tout le monde surveillait, qui était un prodige, qui n'a pas perdu et qui, enfin, tu vois, il y a un petit côté descente dans la carrière de Simon Marcus, mais comme il a cette victoire auprès d'Israel Adesanya, et qu'il avait, avant de commencer à enchaîner quelques défaites, il avait un palmarès impressionnant en kickboxing. Et voilà, il a fait je crois que c'était son premier combat en MMA. Toujours est-il que si ça n'était pas son premier, en tout cas, ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas fait. Je crois que c'était son premier.
Il a battu un gars, mais le combat était très chelou apparemment. En gros, le combat a été arrêté avant la limite parce qu'il y a eu un high poke de la part de Simon Marcus. Il gagnait le combat avant ça. Il y a eu un problème de poids avec un des deux, mais j'ai pas réussi à comprendre de la manière dont l'article avait tourné la phrase, si c'était Simon Marcus ou son adversaire qui est arrivé 12 kilos au-dessus de la limite. Il voulait combattre en welterweight, Simon Marcus, apparemment. Donc, en fait, je voulais en parler parce que je sais pas jusqu'où il ira, Simon Marcus, mais ça peut être quelqu'un d'intéressant par son background, parce que c'est quelqu'un il est arrivé à un tel niveau en kickboxing que c'est toujours intéressant d'avoir un tel hyper spécialiste qui fait la transition, même s'il est assez âgé maintenant. Mais voilà, fallait juste évoquer le truc parce que voilà, comme c'était un ancien adversaire d'Adesanya et que il a dit qu'il voulait aller le plus vite possible vers l'UFC, c'est à surveiller. Restez branchés. Ça fait partie des choses qui seront à surveiller pour la suite pour Israel Adesanya, puisque oui, l'UFC, là, essaye de trouver des nouveaux contenders. On a Robert Whittaker qui doit affronter Israel Adesanya en février prochain, et après, on a déjà Alex Pereira qui semble sur l'autoroute vers la trilogie, et puis, donc là, pourquoi pas Simon Marcus, mais on en est quand même beaucoup plus loin. Oui, ouais, on est très très loin. On est très très loin, formidable Rusty. On a aussi Nate Diaz qui a fait trembler quelqu'un. Il était présent en Floride pour le combat Jake Paul contre Tyron Woodley. Il a été gentiment escorté en dehors de la salle, et là, Nate Diaz qui a fait une feinte légendaire, et le combattant qui l'a justement fait paniquer tout simplement a call out depuis Nate Diaz. Et il a raison. Hein. En fait, c'est vrai que apparemment le combattant en question. Donc, pour vous décrire la scène, effectivement, c'est Nate Diaz qui était escorté vers l'extérieur par des agents de sécurité. Il croise la route d'un mec qui avait sa pinte de bière et qui vraisemblablement a eu des petits mots doux pour Nate. Nate Diaz a fait, mais la feinte, tu sais, de collégien, genre comme ça là. Et sauf que le mec a vraiment pris, c'est-à-dire que visiblement il a été surpris aussi. Et il a fait une fontaine de jouvence avec sa bière. J'avais jamais vu quelqu'un renverser une bière comme ça. 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Donc c'était assez drôle. Franchement, c'est même trop marrant. C'est tellement Nate Diaz de faire des dingueries pareilles. Et donc apparemment, c'était un mec qui faisait du bare knuckle. Il a un record à l'UFC en MMA. Il a pas été à l'UFC, qui est c'est un peu tristoun avec, je crois, c'est 4-6-1, un truc comme ça. Donc c'est pas le perdreau de l'année. Mais en tout cas, voilà, c'est juste, il fallait qu'on en parle parce que pour ceux qui l'ont pas vu, il faut qu'ils aillent voir la vidéo, quoi. C'est juste, cette vidéo est légendaire. Vous risquez, la vidéo dure 7 secondes, vous risquez de passer 15 minutes devant. Oui, c'est ce qui nous est arrivé en tout cas à tous les deux. Et voilà, on se retrouve très très vite. En tout cas, mon cher Rust, pour de nouvelles aventures. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya. Peace out. I'm fucking coming for you!